Bonsoir à tous. On a beaucoup parlé des riches ces derniers temps, de ceux qui s'inquiètent de la sauce fiscale à laquelle ils vont être mangés par François Hollande. Nous, à Complément d'enquête, on va s'intéresser ce soir à ces Français qui sont à l'autre bout de l'échelle, tout en bas, à ces hommes ou à ces femmes qui supportent de moins en moins la crise et ces incertitudes et qui craquent jusqu'à retourner la violence qu'ils subissent contre eux-mêmes ou contre les autres. Quand les Français craquent, c'est donc le thème de ce 198e numéro de Complément d'enquête. J'ai pris la bouteille, j'ai pressé comme ça sur ma tête, j'ai pris mon briquet, j'ai fait alors comment on fait? J'en peux plus. Si j'ai plus mes acédiques, j'ai plus rien à perdre moi madame. Ça, c'est le témoignage de David, un homme de 40 ans qui a menacé de s'immoler devant son agence de Pôle emploi. C'était à Dieppe le 15 février dernier. On va l'entendre dans un instant et on va revenir aussi sur l'histoire très émouvante de Jean-Louis qui, lui, s'est immolé devant sa caisse d'allocation familiale parce qu'il ne touchait plus le RSA. En l'espace d'un an, c'est une dizaine d'affaires du même type qui se sont déroulées en France. Preuve, s'il en était besoin, de cette détresse de plus en plus grande que les services sociaux ont du mal à endiguer. Nous irons aussi à Amiens. Cet été, vous le savez, le quartier s'est embrasé. Les jeunes ont retourné cette violence qu'ils subissent contre leur quartier lui-même. Et puis nous serons à l'hôpital psychiatrique de Saint-Étienne où là, les admissions n'ont jamais été aussi importantes. Alors pour évoquer tous ces drames, nous avons choisi de nous installer dans un endroit, si je puis dire, un peu apaisé sur cette passerelle Simone de Beauvoir, dans ce parc de Bercy où nous irons tout à l'heure. Nous recevrons le maire d'Amiens, nous recevrons le psychiatre qui a mis en place la structure de Saint-Étienne spécialisée et puis une mère de famille qui, l'espace d'un instant, s'est transformée en braqueuse parce qu'elle n'avait plus d'argent. Mais commençons donc par ces suicides ou ces tentatives de suicide spectaculaires qui se multiplient devant les services sociaux des mairies. C'est un reportage de Tristan Walex, de Johan Nertombe et d'Olivier Broutin. Voici comment, un matin de printemps, le destin de David a bien failli s'arrêter, net. Ce jour-là, il vient tout juste d'échafauder un scénario effroyable. Et puis j'ai versé le mélange, c'était un mélange 4 temps, mélange d'essence-huile. Je l'ai mis dans ma voiture et j'ai été voir Pôle emploi. J'ai pris la bouteille, j'ai pressé comme ça sur ma tête, j'ai pris mon briquet, j'ai fait alors comment on fait? J'en peux plus. Si j'ai plus mes acédiques, j'ai plus rien à perdre moi madame. Pendant de longues secondes, David est à deux doigts de s'immoler par le feu. À bout de nerfs, ce chauffeur poids lourd au chômage depuis un an n'imaginait pas ne plus pouvoir payer sa maison où vivent sa femme et ses 2 enfants. Le début des galères remonte à l'an passé. David rêve alors d'une vie nouvelle, devenir son propre patron, projet un peu trop ambitieux. Normalement, je devais ouvrir une entreprise de transport. Et puis on m'a fermé les portes. Soit il manquait un papier, soit il n'y avait plus de fonds, soit il y avait plusieurs choses qui n'allaient pas. Pour la première fois de sa carrière, David se retrouve au chômage. 1 200 € d'allocation par mois, il tient. Mais pour l'ancien routier, pas vraiment à l'aise sur Internet, un petit clic de travers va tout faire dérailler. Ils ont ouvert un nouveau site sur Pôle emploi et j'ai dû cocher une mauvaise case, donc je ne recevais plus de courrier par lettre postale. Et sur l'ordinateur, il ne disait rien. Et un de ces jours, j'ai reçu une lettre comme quoi j'étais radié des acédiques. Un choc. Sans le savoir, David a manqué un rendez-vous avec son conseiller. Il vient d'être automatiquement radié. Alors pendant tout le week-end, il gamberge. C'est là qu'il décide de mettre son plan à exécution. Le lundi matin, sa bouteille d'essence dans le coffre, il décide d'aller à Pôle emploi avec la ferme intention d'être réintégré.
Arrivé sur place, il essaye d'abord de prouver sa bonne foi auprès des conseillers. Je me rappelle encore, c'est le deuxième là-bas. Mais rien à faire. Il ressort donc chercher la bouteille d'essence dans sa voiture, retourne au bureau numéro 2, celui de la directrice, qui lui confirme sa radiation. La directrice était debout et je me suis aspergé de l'essence de l'autre côté de son bureau. Donc elle a fait le tour de son bureau pour me tenir la main et puis après elle a demandé à ses collègues d'appeler les services d'urgence. Elle a fait entrer sur son ordinateur, elle m'a dit c'est ok, no problème. Vous seriez allé jusqu'au bout? Si elle m'avait fait un refus, peut-être que par la folie ou quoi que ce soit, oui, peut-être que j'aurais allumé. Ce jour-là, vous avez pété les plombs, vous diriez? Oui, oui. De justesse, le pire est évité. Mais 6 mois plus tard, dans la région, subsiste comme un mur. D'un côté, certains chômeurs voient en David un héros. Celui qui a réussi à faire plier l'administration. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a fait? C'est un signal d'alarme. C'est un cri de détresse. C'est devenu vachement compliqué. Maintenant, pour le moindre truc, vous êtes radié. De l'autre, Pôle emploi réfute toute accusation de radiation abusive et refuse de s'exprimer publiquement. Vous avez compris ce qui s'est passé avec monsieur ou comment ça a été vécu dans l'agence? Il faudra voir ça avec la directrice. Mais la directrice du site n'est pas autorisée à nous parler. Sur le trottoir devant l'agence, c'est la première fois qu'elle revoit David depuis leur face-à-face de mars dernier. Oui, mais j'avais coché une mauvaise truc sur mon espace personnel que je ne recevais plus de courrier à la maison. Effectivement, mais on est bien d'accord que le problème est réglé désormais. Ah oui, oui. Vous comprenez ce geste? C'est un geste fort, c'est un geste, enfin c'est pas, c'est en plus faire le geste sur le lieu où se trouve l'administration entre guillemets ou la personne contre qui on a. Ça a dû vous questionner. Je me suis posé plein de questions, effectivement. Mes collègues se sont posés plein de questions. La direction régionale s'est posé des questions. On a travaillé ensemble là-dessus. Alors pourquoi? Quelque chose cloche-t-il dans nos administrations? CAF, Trésor public, mairie et même l'Élysée. En un an, la France a connu plus d'une dizaine de tentatives d'immolation publique. Du jamais vu. Acte isolé ou signe d'une tension croissante dans des services d'aide sociale submergés par la crise. À la cave de Mantes-la-Jolie le mois dernier, un homme est allé jusqu'au bout. Un allocataire vient réclamer le rétablissement de son RSA. Dans un de ses box, la conseillère lui demande 24 mois de fiche de paye, mais il est incapable de toutes les fournir. L'homme, un intérimaire, s'asperge alors d'un liquide inflammable, sort un briquet, puis s'embrase. Quand les urgences arrivent sur place, 7 minutes plus tard, la victime, brûlée à 70%, n'a pas perdu connaissance. Il est conscient, il souffre et on sait qu'il faut tout de suite le soulager et l'endormir. Comment vous savez qu'il est conscient à ce moment-là? Parce qu'il parle et qu'il nous dit qu'il n'arrive pas à parler. On lui pose des questions et il nous répond juste qu'il ne peut pas parler. Le blessé est transporté dans un centre pour grands brûlés à Paris. 4 jours plus tard, celui qui s'était sacrifié en public meurt, seul, dans l'anonymat. Il s'appelait Jean-Louis Cuscusa. Il avait 51 ans. Comment en est-il arrivé à se donner la mort par le feu? Était-il un marginal, un déséquilibré, un dépressif? Pour le savoir, nous sommes partis sur ses traces. Dans le sud-ouest, près d'Agen, nous avons retrouvé sa fille aînée, Marion. Première surprise, Jean-Louis Cuscusa n'était pas seul. Parti en région parisienne après son divorce, il avait 2 enfants. Marie, leur mère, son épouse pendant 20 ans, a appris à la télévision qu'un homme s'était immolé. Sur le coup, je me suis dit c'est un fou. Après, quand j'ai réalisé que c'était mon mari, c'est vrai que, enfin mon ex-mari, j'ai eu du mal, j'étais sous le choc, quoi. J'ai eu du mal à réaliser que ça pouvait être mon ex-mari qui s'immole dans une administration, quoi. Ces filles ont mal supporté la manière dont les journaux ont présenté leur père. Elles tiennent à le réhabiliter en nous montrant l'album de famille d'un homme ordinaire. Là, c'est Marion, là, c'est moi et ça, c'est papa. C'était un bon père, mais il était resté un peu adolescent.
On avait beaucoup de facilité à lui parler parce que de ce fait, il était pas... Il était proche de nous, voilà. quelque part. Pas rigoler tout le temps, il était très sociable. À première vue, il était très sociable. Il a été présenté comme quelqu'un de marginal, un SDF qui réclame son RSA comme parmi tant d'autres, alors que c'est quand même un infirmier. Il avait une vie de famille, il a eu des enfants, il était construit dans sa tête. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas un imbécile. Ces derniers temps, l'infirmier intérimaire, devenu totalement dépendant du RSA, donnait de moins en moins de nouvelles à ses filles. Il nous a dit qu'il venait pas cet été, après il nous a dit qu'il venait en septembre, c'était compliqué, il pouvait pas trop nous expliquer parce qu'il nous cachait tout sur la fin, donc on savait pas tellement de choses. Et je pense qu'il a réalisé qu'il pouvait plus faire comme avant, nous faire plaisir comme il voulait, et ça l'a frustré aussi. Quelques heures avant de s'immoler à la CAF, il envoie à sa fille un message plutôt étrange. Les derniers mots de Jean-Louis Cuscuza. J'aurai une réponse pour mon RSA demain, quoi qu'il arrive. Je t'aime et espère t'aimer encore longtemps. Je pense à tous les bons moments qu'il nous reste à vivre et ça me met le cœur en joie et à aimer la vie. Pour Marion et Rachel, ce texto, certes troublant, n'était pas un mot d'adieu. Le message est bien clair. Je pense pas qu'il voulait que ça dégénère autant. Et je pense qu'il s'en est pas vraiment rendu compte de la dose qu'il a mis. Il pensait être juste brûlé. Il pensait vraiment pas à mourir. Pour moi, non. Jusqu'au bout, Jean-Louis Cuscuza sera parvenu à sauver les apparences. Jusqu'au bout, il aura caché qu'il était en train de dégringoler. Ce qu'il cherchait à dissimuler, nous l'avons découvert dans ce camping des Yvelines. Il y a 3 ans, il s'installe ici, là, voilà. Emplacement 111. Voilà, il était... Alors c'est un peu... Sa famille sait où il vit, mais personne n'imagine dans quelles conditions. Il y avait une caravane qui était pas mal au départ, qui s'est beaucoup détériorée, et puis, c'est pareil, qu'il n'entretenait pas du tout. Même la propriétaire des lieux n'a découvert l'état de sa caravane que quelques jours après sa mort. Voilà. C'était vraiment tout délabré, en fait. À l'intérieur, les restes d'une vie en lambeaux. Des numéros de téléphone d'anciens employeurs. Quelques vêtements. Un relevé de compte. Crédit, 25 centimes d'euros. À l'extérieur, en guise de placard, sa voiture, en partie désossée. On a l'impression, quand on voit l'état, qu'il vendait tout ce qui lui restait, en fait. Je me dis, c'était vraiment la détresse, quoi. Je pense que il avait vraiment plus rien. Au printemps dernier, la spirale. Ennui de santé, problèmes disciplinaires. L'infirmier ne travaille presque plus. Et son RSA est suspendu pendant 3 mois. Parfois, Jean-Louis quitte sa caravane et marche jusqu'à la gare de Mantes-la-Ville. 1h30 à pied pour se réfugier chez sa sœur Irène, qui lui offre quelques repas chauds. Il en avait assez de demander. Il avait honte, hein. Il avait honte d'être comme ça, de demander l'aumône. Il avait honte, hein. C'est quelqu'un qui avait une grande valeur. Très cultivé, il avait une grande valeur, c'était un bon infirmier. Il avait honte de demander du tabac, de demander à manger. On lui disait, t'inquiète pas, tu vas te refaire. Mais je crois qu'il n'y croyait plus, peut-être. Il n'y croyait peut-être plus. Peut-être qu'il n'a pas voulu mettre fin à ses jours, il a simplement voulu attirer l'attention sur lui pour lui dire, aidez-moi. Voilà. Peut-être c'est simplement ça. On ne le saura jamais maintenant. L'administration a-t-elle entendu le cri de détresse de Jean-Louis Cuscuza? Pas sûr. À Mantes-la-Jolie, devant la CAF, il reste bien quelques roses. Et cette affichette scotchée à l'entrée. Mais rien n'a changé. À part peut-être l'arrivée d'un vigile de plus pour cette caisse d'allocation familiale aux allures de forteresse. Monsieur, vous nous, on est fatigués d'attendre. Comme chaque matin, des allocataires font la queue des 6 heures pour être assurés de passer avant la fermeture.
Depuis un an, faute de moyens, l'accueil s'arrête à midi. Certains, exaspérés, font demi-tour avant même de voir un conseiller. J'attends encore, 12 personnes passent après moi. Je commence à 10 h. Alors qu'ils ne s'étonnent pas qu'il se passe des choses ici. C'est pas des menaces, mais bon. Nous avons demandé à pouvoir filmer dans cette cave saturée où s'est joué le drame. Mais la direction départementale a refusé et a préféré nous orienter à 50 km de là. Donc ici, vous vous trouvez à l'accueil de la CAF des Yvelines de l'agence de Saint-Quentin, en Yvelines. Bienvenue à la CAF idéale. Lorsque les allocataires rentrent, d'abord ils scannent leur carte allocataire et récupèrent un ticket. Voilà Jérémy qui est technicien à l'accueil. Pas de file d'attente, employés affables. Il semblerait même que les allocataires repartent tous avec le sourire, même après une mauvaise nouvelle. Mais là, non, malheureusement, au niveau du congé parental, il n'y a pas de droit. Et vous nous le rapportez dès que vous l'avez. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée, monsieur. La directrice générale de la CAF. Mais lorsqu'on évoque les agences au bord de l'implosion, comme à Mantes-la-Jolie, pas un mot sur le sous-effectif ou les radiations qui seraient en hausse. Même si Jean-Louis Cuscuza venait d'être privé du RSA pour un dossier incomplet, son immolation n'aurait rien à voir avec l'administration. Il n'y avait rien dans ce geste contre la CAF. Il y a, en tant que tel, vraiment un acte personnel désespéré. Mais le fait que ça se passe à la CAF, avec une immolation, ça signifie quelque chose de particulier, non ? Pour moi, non. C'est un acte isolé d'un allocataire en détresse dans la précarité. Une version officielle que sa famille n'accepte pas. Pour Marion et Rachel, le geste de leur père, si désespéré soit-il, est lourd de signification. C'est facile de rejeter la faute comme ça, aussi facilement de délaisser ses responsabilités. Je pense qu'il y a quand même aussi un problème de société derrière ça. Il s'est retrouvé un peu sans argent et c'est un peu débrouille-toi en fait. Donc c'est là aussi où il y a un problème, c'est que c'est pas du tout humain. C'est que il existe des aides, mais pour les obtenir, c'est un peu la galère. Il n'a pas fait ça pour rien non plus. Jean-Louis Cuscuza était le 10e Français cette année à tenter de s'immoler par le feu dans une administration. Le 2e à en mourir. Depuis la disparition du père de Rachel et Marion, plusieurs agences de la CAF et de Pôle emploi se sont équipées de couvertures anti-feu et d'extincteurs supplémentaires. Et voilà pour ce reportage de Tristan Walex et de Johan Nertombe. Et on est ici avec vous, Rose Vicari. Alors vous, on vous connaît parce que vous avez écrit ce livre, Un début de mois difficile, itinéraire d'une maman braqueuse chez Max Milo. Alors, bon, vous n'êtes pas immolé devant votre banque parce que vous étiez surendetté. Vous avez attaqué votre buraliste avec un pistolet pour avoir de l'argent. Oui. C'était quoi ce braquage? C'était un vrai braquage ou c'était une sorte d'appel au secours? C'était quoi? Non, c'est un appel au secours, mais ça on l'analyse après coup. Votre avocat dans sa plaidoirie, parce que vous avez été jugé, hein, le tribunal vous a été clément avec vous, il vous a condamné uniquement à 1 an de prison avec sursis, mais il a parlé avec 5 ans de mise à l'épreuve. Et 5 ans de mise à l'épreuve. Il a parlé de suicide social. C'est tout à fait ça. Comme je vous ai dit, sur le moment, on ne s'en rend pas compte. On n'analyse pas les choses parce que c'est l'instinct de survie. Donc on fait ce qu'on pense être le mieux, mais sans réflexion, sans rien du tout. C'est revenir un petit peu à l'animal qu'on est finalement au fond de soi. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas prémédité? Non. Ça vous est venu comme ça? Oui, un matin, en me réveillant. Voilà. Je me suis réveillée vers 3 h du matin et puis voilà quoi. Mais ça va très très vite, et on se retrouve douché, habillé, et puis d'un coup dans la voiture, et puis on se dirige comme ça vers la cible, entre guillemets, qui n'en est pas une, qui est en fait quelqu'un à qui on veut crier sa détresse en fait. Et parce que quoi? Parce que vous étiez dans une impasse, parce que vous n'aviez plus d'argent, parce que tout d'un coup vous avez l'impression qu'il n'y avait plus de solution, autrement que de prendre un pistolet d'alarme et d'aller braquer votre buraliste. J'étais en mesure d'expulsion en fait.
Il y avait Voilà. urgence. Il y avait urgence. Mais en même temps, vous attaquez pas n'importe qui, parce que votre buraliste, c'est là où vous jouiez tous les jours, et c'est là où vous êtes un peu surendetté, parce que vous êtes tombé dans le jeu, un petit peu quand même. Oui, je suis tombée dans le jeu. Vous le considériez comme responsable, ou vous aviez l'impression que c'était votre lieu, c'est là où vous alliez, c'est là où il y avait l'argent? C'est parce qu'elle était sympathique, hein, et c'est justement ce dont on a besoin. On a besoin à ce moment-là d'une écoute. Enfin, je me suis dit, cette personne va pouvoir m'entendre, va pouvoir me comprendre. Il y avait une tendresse chez elle, un visage doux. Voilà, c'est pas lui faire du mal. Il n'y avait personne d'autre pour vous écouter. Je ne sais pas si vous aviez des services sociaux, si vous aviez des proches. Si vous... Les services sociaux, pardon, mais bon. Et vos proches, ils savaient votre essayaient... situation, votre détresse, votre angoisse? Non, pas à ce point-là. Vous ne partagiez pas? Non, on dit comme tout le monde dit, bon, tu sais, en ce moment, ça va pas, c'est difficile, les fins de mois, voilà. Mais pas plus que ça, quoi. On n'en parle pas plus que ça. Et parce qu'on va vous montrer du doigt, on va dire, mais de toute façon, c'est de ta faute, tu sais pas gérer, tu sais pas, voilà. Et donc on n'en parle pas aussi clairement. Quand on est comme ça dans cette spirale, surendettement, de la solitude, vous aviez quoi, un enfant avec vous, et vous étiez seul dans cette difficulté-là, sans argent. Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est cette solitude, c'est l'angoisse de l'huissier, c'est quoi? C'est plus la responsabilité qu'on a vis-à-vis de cet enfant, même s'il est majeur, parce qu'on se sent en échec aussi en tant que parent. Parce que soi-même, à la limite, moi j'aurais eu une solution, c'est partir à l'étranger, fuir. Mais quand on a des attaches, quand on se sent encore la responsabilité de quelqu'un, là, la chose est totalement différente. Vous vous sentez proche des gens qu'on vient de voir, là, qui vont jusqu'à s'immoler de façon spectaculaire dans le service social parce qu'ils n'en peuvent plus? Oui, j'ai l'impression que c'est le résultat d'une époque qui est de plus en plus dure, c'est sûr? Oui, mais ça va aller de pire en pire, hein. Il ne faut pas s'imaginer. Hein. Il ne faut pas s'imaginer, ça va être terrible. Merci Rose Vicari. Je rappelle votre livre, ça s'appelle Un début de mois difficile, itinéraire d'une maman braqueuse. On vous a appelé donc la braqueuse par nécessité. Alors justement, il y a de plus en plus de gens qui, comme vous, comme les gens qu'on vient de voir, sont à la limite de craquer, justement parce que la crise est dure, parce que la société est dure, parce que l'époque est difficile. Et dans ce cas-là, certains se réfugient, si je puis dire, à l'hôpital psychiatrique. Nous avons pu tourner dans un de ces hôpitaux, à l'hôpital de Saint-Étienne, où une cellule spéciale s'intéresse et s'occupe de ces gens-là. Clément Castex, David Dameda et Vincent Gobert y ont passé une huitaine de jours. Ils ont rencontré là-bas Sophie et Martine. Hôpital Nord de Saint-Étienne, c'est la fin de journée. Un moment jamais simple pour les plus fragiles. Bonjour, je suis Julien, je suis l'infirmier qui va s'occuper de vous. Souvent, c'est quand la nuit tombe que les idées noires se réveillent. Bonjour madame, je suis des infirmiers du service, je m'appelle Maxime, on va vous installer dans la chambre avec mon collègue qui va être votre référent pour ce soir. Ce sera chambre 10. Sur le brancard, une jeune femme, la trentaine, elle a voulu quitter la vie. Ce que je sais d'elle, c'est que c'est une dame qui arrive pour un épisode dépressif sévère suite à des problèmes personnels qui font que voilà, c'est un peu une accumulation avec le trop-plein qui fait que ça craque et qu'il y a des idées suicidaires, des idées noires. Voilà. La jeune femme est venue d'elle-même. Elle va rester quelques jours dans cette chambre. À peine arrivée, l'infirmier lui offre un repas et un cocktail d'anxiolytique pour l'apaiser. Enfin, je vais donner plus d'eau si vous voulez, pardon. Comment vous sentez? Pour l'instant, ça va. Vous vous laissez manger tranquillement? Oui. À tout à l'heure. Aux urgences psychiatriques, on ne guérit pas les corps, on soigne la souffrance mentale. Dans ce long couloir, une quinzaine de chambres. Certaines abritent ceux que la folie guette, des psychotiques, allez-y, vous êtes gentil, des schizophrènes, parfois hospitalisés contre leur gré. Mais les plus nombreux ici n'ont pas de maladie mentale, aucune pathologie. Ce sont des hommes, des femmes, à l'existence bien banale, mais que la vie a mis à genoux. Chômage, deuil, stress ou divorce, leur morale a sombré. Ils sont usés, à bout. Ici, les consultations ont doublé en 10 ans. En 2011, plus de 5000 patients. L'impact de la crise sur la santé mentale est certain. Derrière ces portes, la France qui craque. Je vous apporte votre traitement et votre plateau repas, d'accord? Je peux prendre un peu le verre, par contre. Ça vous scotche toujours ou on essaye de le prendre maintenant, là que les doses ont été diminuées? Voici Sophie,
23 ans. Il y a peu, elle était sûre que la psychiatrie était réservée aux fous. Et puis, sa vie s'est écroulée. Cette jeune secrétaire dans le BTP a été à 2 doigts de se pendre. Pourquoi vous êtes venu ici? Je suis venue ici avant que ça aille trop loin. Je suis venue chercher de l'aide en fait, avant que ça devienne dramatique. Et vous avez réellement pensé à vous donner la mort? Oui. C'est pas rien? C'est pas rien, mais c'est la seule solution que je voyais pour en finir avec tous mes problèmes. Avant de vouloir mourir, Sophie était une salariée modèle, mais la crise a fait tanguer l'entreprise qui l'employait et son patron a voulu qu'elle démissionne. En quelques mois, sa vie est devenue un enfer. Ça fait 6 mois qu'on parle d'un licenciement économique tous les jours. Et là, les 3 derniers mois, ça a été... Ils ont essayé de me pousser à bout pour que je démissionne. Donc avec des menaces, des insultes, me jeter des choses dans la tête. Donc, et me pousser à bout, toujours me pousser à bout. Chercher la faille pour que je craque. Donc j'ai pas craqué au boulot, mais j'ai fait craquer le reste, quoi. Donc ma vie de couple est partie en vrille à cause de ça. Parce que je rentrais, j'étais ignoble avec mon compagnon, méchante. Donc il est parti. Après la rupture, Sophie ne dort plus, ne mange plus. Très vite, elle voit fondre son goût pour la vie. Les urgences psychiatriques de Saint-Étienne, le recueil du mal de vivre. Des adultes, des adolescents. Ici, 2 patients sur 3 viennent pour une tentative de suicide ou un syndrome dépressif. Comme Martine. J'ai beaucoup de tremblements là, j'ai l'impression que je vais tomber. Est-ce que c'est possible? Non, je suis bien, je me tais. Ouais. Est-ce que c'est possible... peut-être vous prendre l'attention? Oui, ou est-ce que c'est possible d'avoir quelque chose pour me... Là pour l'instant ça va Je me tiens, ça va tout petit peu mieux. Ouais, si vous voulez juste m'aider pour me... Ouais. 62 ans, mariée, 4 enfants. Cette petite dame est arrivée la veille, délirante et pleine d'angoisse. Oh oui, bien sûr. Retraitée depuis 1 an, c'est pour joindre les 2 bouts qu'elle venait de reprendre un travail. Mais ça s'est mal passé et Martine a replongé dans la dépression, comme 15 ans plus tôt. La psychiatre vient mesurer les dégâts. Qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision de continuer votre travail au-delà de la retraite? Pour 2 choses, parce que premièrement, nous avons, mon mari et moi, une petite retraite, en gros à peu près 1200 € à nous 2 bien sûr réunis. Il faut vivre, il faut payer son loyer. Martine est employée dans une maison de retraite. Un conflit violent avec son supérieur l'a fait vaciller. C'est vrai que des fois je suis lourde, moi. Je reconnais, j'ai des défauts. Mais moi je travaille avec mes tripes. Et là, ça vous a beaucoup affecté? Non. Ce que je fais, surtout ce travail... Humiliée au boulot, en quelques jours, Martine a perdu la raison. La jeune grand-mère a quitté son domicile et même son mari après 30 ans de vie commune. Submergée par la tristesse, Martine est complètement perdue. Soufflez un peu, vous occupez de vous, pouvoir vous détendre. On n'est pas dans le temps des décisions, vous verrez après. Pour l'instant, il s'agit de redresser votre morale parce que derrière l'excitation, on sent bien que vous êtes très triste. Donc on va s'occuper de ça déjà. D'accord? C'est gentil, merci. Je pense qu'on vit dans un climat particulier, pesant. Je pense que sur plusieurs années, on voit les choses effectivement évoluer. Plus d'insécurité, sentiment d'insécurité peut-être. Plus de l'idée qu'on peut ne pas être protégé, qu'on peut être... regardez, on parle que de plans sociaux, des choses qui sont un peu compliquées, mais voilà, il y a une espèce d'idée que tout peut basculer très vite. 3 millions de chômeurs, c'est à moi. Ça y est, le cap est de nouveau franchi. Crise, chômage, peur du lendemain, ajouté aux problèmes de chacun, la noirceur ambiante pèse sur le moral des plus fébriles. Depuis le début de la crise en Europe, les suicides augmentent. Le lendemain matin, à l'hôpital Nord, à l'heure du petit déjeuner.
C'est couvert en plastique? Oui, toujours. Pour éviter les risques suicidaires, mais voilà, pas de couvert métal, pas de verre. Il est 9h30. Ici, pas de réveil. Pour qu'il récupère, on laisse dormir les patients qui souvent arrivent exténués. Le matin, anxiété et angoisse remontent à la surface, comme pour Sophie, la jeune fille qui a voulu mourir. Je vais laisse prendre les gouttes. Comment allez-vous? Ça va. Ouais. Bien dormi, bien reposé. Internet et téléphone portable interdits. Visite limitée, une chambre comme une bulle. Voilà 4 jours qu'elle est là. Sophie a envie de rentrer. C'est horrible de voir l'extérieur quand on est enfermé ici pour déjeuner. Pourquoi? Parce que c'est joli, il y a le château dehors et tout. Et... Ben, on est fermé là. Vous vous sentez guéri? Non. Non, je me sens pas guérie, je me sens mieux. Mais je peux pas dire que je suis guérie encore. Après les urgences, ce sera la clinique psychiatrique ou le retour à la maison. Sa mère, sa sœur sont autorisées à rendre visite à Sophie. Elle la trouve sur la terrasse. Pas facile pour une maman de voir son enfant sombrer. Oui. Ouais, ça va. Arrête, t'as bien dormi cette nuit? Ouais. Je me suis réveillée à 9h. Qu'est-ce que ça fait de se dire que son enfant n'a plus le goût de vivre? Eh ben, ça fait que déjà, en tant que parent, on se demande si on a fait le bon choix d'avoir des enfants. Parce qu'à ce moment-là, on n'arrive pas à les aider suffisamment. On n'est plus assez costaud et puis la vie est comme ça. On n'a peut-être pas non plus forcément les moyens financiers de toujours donner une belle vie à ses enfants. Je pense que pour certains employeurs, c'est facile aussi de laisser planer ça au-dessus des têtes. Ça, ben, la menace du chômage, la menace d'une fin de contrat, la menace de rien derrière. C'est ce rien derrière. Et tout ça, ça joue sur la santé mentale? Ah ben, la preuve, oui. La peur du chômage, une cause évidente de stress, de souffrance. Mais depuis peu, façon double peine, cette peur empêcherait même de se soigner pour ne pas manquer le travail. Mais je trouve triste. Depuis le début de la crise, l'absentéisme n'en finit plus de baisser. On arrive à observer des refus de soins parce qu'il y a l'angoisse de perdre le travail. Parce qu'il y a l'angoisse. Voilà. Le fait, par exemple, d'être en arrêt maladie Mais je vais perdre ne donne pas suffisamment de sécurité pour pouvoir prendre soin de soi. Ils sont dans la crainte qu'on puisse leur en vouloir, qu'on puisse leur reprocher, que l'employeur puisse le savoir, qu'ils puissent perdre leur travail. C'est encore, même sur des CDI, quoi. Voilà. La question se pose alors qu'avant, on ne voyait pas. Hein. Qu'est-ce qui est important dans la vie, dans la société, pour aller pas trop mal? Le lien familial, c'est le premier. Le lien social, les liens professionnels, tout ça, ça tisse un réseau qui permet à la personne d'exister et pas uniquement d'avoir un sentiment de rejeté et de non-existence, parce que des gens qui vivent sans aucune interaction, par les ermites... 3e jour aux urgences pour Martine, ce matin. Monsieur, bonjour. Elle est triste. Moins bien qu'hier. Et déboussolée. Bah, j'ai très très mal dormi. Ah, ça va. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Vous savez pas. Ah, mais il y a une pédale. Ah, il y a la pédale. Très bien, je ne savais pas qu'il y avait la pédale. Merci beaucoup. C'est quoi l'avenir pour vous tout de suite? L'avenir pour vous, c'est quoi tout de suite? L'avenir pour moi? Demain, après-demain, dans 10 ans? Ouais. Guérir. Guérir, savoir ce que j'ai et repartir avec mon mari sur de... J'ai bien dit repartir, reformer mon couple. Lors de sa crise, Martine a quitté son mari avec insultes et violences. 30 ans de mariage partis en éclats, un terrible choc pour monsieur. Mais aujourd'hui, il veut recoller les morceaux d'un couple éparpillé par la dépression. Non, pas du tout. On est sacrément surpris de savoir que tout peut un jour s'effondrer et tout peut disparaître. Et puis quand on se retrouve à côté d'une personne que l'on ne reconnaît plus, c'est ce qui m'est arrivé. Je dois dire que ça a été vraiment un grand choc pour moi. Qu'est-ce que ça vous fait, madame, d'entendre ça? Ça fait mal. C'est tout ce que j'ai à dire, ça fait mal.
C'est-à-dire? Ça me fait mal pour mon mari, mes enfants, etc. Mais c'est du passé, j'espère, surtout pour mon mari et mes enfants. Martine ne va pas vraiment mieux. Après les urgences, elle va être accueillie quelques semaines dans un service de psychiatrie. Sophie, elle, rentre à la maison. Sa mère est venue la chercher. C'est Benoît ce matin. Je vous donne donc, vous avez les ordonnances Oui. de sortie, Oui. vous prendrez rendez-vous. Je vous donne les coordonnées de notre service. D'accord. Voilà. Merci. Rentrer chez soi, c'est quelque chose de délicat. C'est quelque chose qui peut être délicat, effectivement, si voilà, la personne n'est pas préparée et qu'elle pense qu'elle pourra affronter tout d'un coup. C'est pour ça qu'on leur dit, on leur explique qu'il faut aller vraiment progressivement. Il ne faut pas aller se jeter tout de suite voilà, sur les activités à l'extérieur et aller progressivement et surtout être bien entouré aussi par la famille. Dehors, on va pas ménager, quoi. Les patrons sont pas tendres, les gens entre eux sont pas tendres. Je trouve qu'il y a de plus en plus de violence, d'incivilité. Et c'est dur. C'est dur au quotidien. Sophie va être suivie par un psychiatre et un psychologue. Elle est en arrêt maladie. Pour elle, impossible de retrouver son poste et ce patron qui l'a brisé. Oui. Aux urgences, Merci, vous aussi. à chaque Toi fois, aussi. Ouais. tous prient pour que ce moment des au revoir soit celui des adieux. Ouais. Toi la première, toi la mère. C'est bien d'être dehors. Ça fait du bien, mais ça fait peur. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre fille? De devenir solide quoi qu'il arrive et souriante. Et rester souriante. Ça va être mieux? Ça va être mieux, bien sûr. Oh sinon on serait pas là, on ferait demi-tour tout de suite. Hein. Donc forcément ça va être mieux. Oui, on est là. Sophie n'avait plus goût à rien. Peu à peu, elle redécouvre l'envie. Elle est même fière d'avoir un projet, celui d'acheter des rideaux. Reportage de Clément Cassex et de David Dameda. Et nous sommes ici dans ce joli parc avec vous, professeur Michel Debout. Vous êtes psychiatre et vous êtes aussi spécialiste en médecine légale. Et vous avez écrit ce livre avec Gérard Claveroli qui s'appelle « Le suicide, un tabou français ». Et vos premiers mots dans ce livre, c'est « cacher cette crise », comme si on ne voulait pas voir en France le rapport qu'il y avait entre crise et suicide. Alors je vais reciter quelques chiffres, si vous voulez bien, sur la pauvreté en France et sur aussi la peur de devenir pauvre, hein, qui est des chiffres aussi intéressants. Sur la pauvreté en France, c'est-à-dire les gens qui vivent avec moins de 964 € par mois. En 2009, ils étaient 8,2 millions, c'est 13,5% de la population. En 2010, 8,6 millions. Et puis sur la peur de devenir pauvre, ça bien sûr on parle de sondage là, hein, mais sur cette peur-là, 58% des enfants de 8 à 14 ans le redoutent de devenir pauvres et 85% de leurs parents ont peur que leurs enfants un jour aient une passe difficile. Est-ce que c'est pas ça d'abord la crise, c'est-à-dire cette crainte, cette peur de tomber dans la pauvreté, la précarité? Finalement, c'est l'avenir qui est en cause. On ne croit plus qu'on pourra progresser. La société est bloquée. D'ailleurs, je crois que le président de la République a beaucoup insisté sur l'idée qu'il y a une génération un peu sacrifiée et qu'il faut lui redonner un peu d'espoir. Et il y a les pauvres, mais je voudrais insister sur la dette. On parle de la dette économique. Des gens qui sont surendettés. Les gens qui sont surendettés. On a entendu tout à l'heure une femme comme ça qui était surendettée et qui a attaqué son buraliste pour avoir de l'argent. Surendetté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas la solution. Tous les jours, on est menacé par l'huissier, par la lettre recommandée, etc. Et tous les jours, on n'a pas la solution. Ce qui fait que, vous savez, l'expression « demain est un autre jour ». Eh bien, pour un surendetté, demain, c'est le même jour en pire.
pire. Autrement dit, c'est comme s'il y avait un mur qui se dressait devant eux. On ne va plus à la boîte aux lettres parce qu'on a peur de trouver la mauvaise nouvelle. On n'a plus de relation avec les autres parce qu'on a honte parfois de ce qui nous arrive. Parce que tout le monde peut être surendetté. Il y a pas, les pauvres sont pauvres. C'est ça la spirale dont on parle quelquefois. C'est une spirale qui prend, qui est comme en tenaille la personne et qui la lâche plus. L'impression d'indépassable. De toute façon, je ne pourrais pas vivre demain parce que demain je souffrirai peut-être encore plus qu'aujourd'hui. D'où l'impasse, d'où les idées suicidaires. Les idées suicidaires qui sont pas chercher la mort pour la mort. C'est chercher la mort parce qu'on n'a plus de solution dans sa propre vie. Dans sa propre vie. Alors, on vient de voir ce reportage à Saint-Étienne, dans ce service d'urgence psychiatrique que vous avez créé. C'est ça, on voit de plus en plus arriver dans ce service-là de gens qui sont des victimes de la crise. Ce ne sont pas forcément des malades mentaux, c'est simplement des gens qui sont en souffrance. Ou de certaines réalités sociales. Certes, il y a des gens qui souffrent de maladies psychiatriques, bien sûr, de dépression notamment, et il faut en faire le diagnostic, mais il y a beaucoup, et de plus en plus du fait de la crise, mais il y en avait déjà en 1980, 1990, qui sont pris dans des problèmes qu'on appelle sociaux, familiaux, d'environnement aujourd'hui. Quand quelqu'un là change devant vous, il faut se préoccuper de lui. Il faut se préoccuper de lui en lui montrant qu'il nous préoccupe. Alors, on parlait des suicides et au début de l'émission, on voyait ces reportages sur des personnes qui, de façon assez spectaculaire, tentent ou s'immolent devant des services sociaux ou dans des services sociaux. Par parenthèse, je précise d'ailleurs que les gens de la CAF m'ont dit à quel point ils avaient été eux-mêmes bouleversés par ces histoires et à quel point c'était difficile d'avoir à faire face dans leur service tous les jours à cette détresse qui montait. Mais comment on explique cette violence-là, s'immoler, c'est pas neutre, c'est plus peut-être encore qu'un suicide. La grande différence entre ces immolations, auto-immolations, et puis d'autres gestes suicidaires, c'est qu'en général, le suicide, il se fait dans l'isolement. On se suicide tout seul dans un lieu isolé ou avant que les gens arrivent. Et là, c'est tout le contraire. Et on cherche vraiment à prendre à témoin les autres, mais la société tout entière, de ce qui va mal. Ce qui va mal pour soi, mais ce qui va mal aussi pour tous les autres. Et souvent, ces actes de suicidaires sont des actes déclencheurs, de réaction. Il y a une onde de choc, alors qui peut être une onde de choc là où il a été réalisé, mais qui peut aller bien au-delà. Et il suffit de se rappeler du suicide de ce jeune Tunisien, alors, il y a plus d'un an maintenant, qui a été le déclencheur d'une révolution qui a... Tunisie, Égypte, enfin... Plus près de nous, on pense aussi à ces suicides spectaculaires, mais qui n'étaient pas des immolations qui ont eu lieu à France Télécom, qui ont eu lieu dans des endroits comme ça. Il y a un côté revendicatif. En tout cas, de dénonciation, d'alerte. J'ai vécu ça, mais je ne voudrais pas que ça continue pour d'autres. Je ne voudrais pas que ça se passe comme ça pour les autres. Donc, faites quelque chose, faites bouger les lignes. N'en restez pas là. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de connaissance des chiffres actuellement. Vous avez cité la mortalité, la pauvreté, mais la mortalité suicidaire, on ne la connaît pas, parce que dans notre pays, on n'a pas d'observatoire du suicide et des conduites suicidaires. Et depuis plus d'un an, nous réclamons avec Jean-Claude Delgenne un observatoire. Eh bien, nous espérons vraiment demain, on regardera en face, enfin, ces réalités qui sont terribles à vivre. Et puisqu'on parle d'observatoires, on parle de chiffres, etc., je crois qu'il y a une étude britannique assez précise qui a été faite qui montre que chaque fois que le chômage augmente de 10%, les suicides augmentent de 1,4%. Alors, on parle de cette violence-là qu'on tourne contre soi-même, hein, de façon quelquefois spectaculaire. On va aller voir que la violence, quelquefois, on peut aussi, celle qu'on subit, on peut la retourner contre son cadre de vie. C'est un petit peu ce qui s'est passé à Amiens ou dans d'autres quartiers comme cela. À Amiens, c'était cet été, dans les quartiers nord, qui sont embrasés soudainement. Samuel Humez, Antoine Husser et Emmanuel Hurtado ont essayé de comprendre pourquoi ce quartier d'Amiens Nord s'était embrasé. On recevra juste après le maire d'Amiens. Le quartier nord d'Amiens. Depuis les émeutes il y a un mois, plus rien n'est vraiment pareil. Comme si la confiance était partie. Même les pompiers, pour intervenir, le font sous bonne escorte. Vous escortez toujours les pompiers ici ? Non mais c'est juste une question simple, hein, monsieur. Vous pouvez pas nous répondre? Vous êtes toujours escorté par les policiers? Ici, oui. Pourtant, il est à peine 9 h, pas un chat dans les rues, aucune menace en apparence. Le 13 août dernier, ici même, il a suffi qu'un contrôle de police dégénère
pour que le quartier s'embrase. Dernier épisode d'une série noire commencée des années plus tôt. En 94, des voitures brûlaient déjà à Amiens-Nord. Mais cette fois-ci, la tension est montée d'un cran. Les jeunes s'en sont pris à un poste de police, une salle de sport et surtout une école maternelle. 2 semaines plus tard, Ali, le gardien de la salle des fêtes, n'arrive toujours pas à l'admettre. Là, ça, je comprends pas, ça. Ils ont été aveuglés par la haine. Tellement ils auraient brûlé n'importe quoi. Là, ils ont brûlé ça, ils ont même pas réfléchi parce qu'ils se mettent une balle dans le pied. C'est leurs petits frères qui sont ici, c'est leurs petites sœurs, c'est leur... Voilà. Même incompréhension à 50 mètres de là, devant la salle de sport. Bah ici, ils sont arrivés avec une voiture. Ils sont rentrés avec une voiture. Et ça a brûlé toute la nuit jusqu'au matin. Une colère aveugle qui échappe aux habitants d'Amiens-Nord. Ils ne reconnaissent plus leur jeunesse. Derrière les voitures et les bâtiments brûlés, c'est tout un quartier qui craque en silence. Comme cette mère de famille croisée par hasard au bas d'une tour. Ah ouais, regarde, t'es noir ici. La veille, un sac poubelle a pris feu dans sa cage d'escalier. C'est ça classique qui était là? Ouais, juste là. Et c'est accidentel ou? D'après les pompiers, ils ont dit hier à la police comme quoi que c'était volontairement. Force là, on tient plus quoi. On est au bout du rouleau. Un mois après les émeutes, nous sommes revenus à Amiens. Nous y avons trouvé des parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants, inquiets de les voir basculer et qui se battent au quotidien. C'est le cas de Marie, 45 ans, célibataire et mère de 6 enfants. Depuis cet été, elle vit dans la crainte de la prochaine émeute. Ouais, cette nuit, encore eu du bordel à Amiens-Nord. 15 jeunes qui ont envoyé des projectiles sur la police. Et là, des moments, je me dis, c'est quand même devenu de la violence gratuite, il faut pas pousser. 3 de ses enfants sont encore à sa charge. Comme femme de ménage, elle gagne 400 à 800 € net par mois. Alors elle a dû apprendre à compter et surtout à repousser les dépenses, même les plus urgentes. Ma voiture, c'est pas difficile. Les pattes sont cassées, puis comme je peux pas l'emmener au garage, là on met du scotch. J'ai plus de pare-choc parce que il y a une période, pendant un mois, j'avais plus d'assurance, je pouvais pas payer. Je me suis fait rentrer dedans, malgré que j'étais pas en tort, quoi, mais voilà. Ça c'est depuis combien de temps? Ah ça fait 1 an et demi, 2 ans. Marie vient chercher du scotch pour rafistoler sa voiture, la faire tenir un peu plus longtemps. Mais mauvaise surprise, même ça, elle ne va pas pouvoir se l'offrir. 13 €, je peux pas, quoi. Je les ai pas, je peux pas. Vous allez faire quoi? Je sais pas, je vais aller voir à Carrefour, je sais pas, pour en trouver un moins cher, parce que là je peux pas, quoi. Avec l'aide au logement, Marie loue une petite maison au pied des barres d'immeubles où se sont déroulées les émeutes. Depuis cet été, chaque soir, elle ferme sa barrière. C'est bien difficile, chose qu'avant je faisais pas. Tout était ouvert. Là, depuis les émeutes, le soir c'est comme ça. Qu'est-ce que vous craignez? Moi je crains c'est qu'on vienne, qu'on pique le scooter à mon ami, enfin qu'on le pique, qu'on le brûle, qu'on brûle ma voiture, quoi. 2 fois séparée, Marie s'est occupée seule de ses 6 enfants. J'ai ma fille Amanda, je la cherche ici. Voilà. Ma fille Amanda qui va avoir 25 ans bientôt. Mon fils Brandon. Mais elle s'inquiète toujours pour son fils de 15 ans. Il est avec sa maman. Brandon, tu pourrais aller m'acheter du pain, s'il te plaît? Merci. Pendant les émeutes, elle a eu peur que Brandon dérape. Brandon a beau être beaucoup plus calme là, ça me fait toujours peur, quoi. J'ai toujours eu... Là, je sais que s'il n'est pas là à midi 5, à midi 10, il a un message, tu te dépêches de rentrer. Je veux toujours savoir où il est et tout. Vous avez peur de quoi aujourd'hui? J'ai peur qu'il parte à faire du n'importe quoi, se faire entraîner comme il l'a déjà fait. Et puis après, pourquoi pas lui aussi faire des émeutes, quoi. Et ça, il est hors de question, je ne le laisserai pas faire. Je ne le laisserai pas faire. Et sa façon à elle de ne pas le laisser faire, c'est de le contrôler en permanence, presque jour et nuit. Aujourd'hui, c'est 5h30 que tu rentres. Tu es rentré une demi-heure en retard hier. Si Marie est aussi anxieuse, c'est parce que Brandon lui a déjà donné du fil à retordre. C'était l'an dernier, après une série d'exclusions du collège. Brandon se met à cacher de la drogue à la maison et va jusqu'à frapper sa mère. La seule issue qu'elle envisage à l'époque, c'est de le placer dans un foyer d'accueil. Je voulais pas que mon fils reste ici puis qu'il devienne qu'il fasse du n'importe quoi. Pour moi, il était hors de question. Je préférais m'en séparer.
C'était dur, mais je voulais pas, c'est tout. Pour moi, non, j'aurais pas pu. Je voulais pas voir mon fils finir en prison ou n'importe quoi. Marie s'est battue. Elle a finalement trouvé un internat pour son fils, loin des tensions d'Amiens-Nord, et lui a évité le foyer. Mais que se passe-t-il quand les parents renoncent, quand ils sont défaillants? Nous avons retrouvé l'un des émeutiers de cet été, Kevin, 20 ans, sans emploi. C'était l'eau, on a trouvé de l'eau. Il a pris part au saccage du 13 août, mais c'est 2 jours plus tard qu'il s'est fait prendre. Alors que le calme était revenu dans la cité, Kevin et ses amis ont continué à brûler des poubelles. Qu'est-ce que vous aviez en tête à ce moment-là? Moi, ouais. Tu ressens quoi en fait? Tu ressens quoi de... La colère, la tristesse. Pourquoi? Que j'ai pas d'emploi, tout. Puis j'ai arrêté l'école, ils m'ont renvoyé, tout. Peu de violent. Et pourquoi? Parce que quand je pense à ma colère, tout, ça monte et je pète un câble. Ça veut dire quoi, péter un câble? Casser tout. Kevin a été condamné à 8 mois avec sursis et 320 € d'amende. Un cas presque ordinaire pour son avocat qui défend d'autres jeunes de Nord-Amiens. Ça va? Ça va. Les parents de Kevin, il ne les a jamais vus. Bon, ce gamin, il a été placé en garde à vue 48 heures. Et les parents ne se sont jamais, à un moment ou à un autre, inquiétés du point de savoir où était le gamin. Le gamin qui vit chez eux. Ça vous étonne? Non, ce serait mentir que de dire que ça m'étonne, ça m'attriste. Et je me dis que tant que ce problème-là ne sera pas réglé, les autres ne pourront pas l'être. Nous sommes donc allés voir les parents de Kevin, dans leur lotissement du quartier Nord. C'est la petite sœur qui nous accueille. Non, mais tu te mal ton cul maintenant. C'est pas pour nous qui vient. À sa façon. La famille de Kevin, d'origine picarde, habite ce petit duplex depuis 10 ans. Touché. Le père est à l'étage. Il refuse de nous voir. Range tout ça, s'il te plaît. Et quand on interroge la mère sur le dérapage de Kevin, elle n'a pas l'air de réaliser la gravité de la situation. Ils ont dit qu'il faut qu'il soigne et tout. Voir un psy et tout, mais... Il a dit, je suis pas fou pour aller voir un psy, mon fils. Sur ses 5 enfants, seul le petit dernier a eu une scolarité normale. Les 4 autres sont passés par un institut spécialisé. Aucun de travail. Mademoiselle, vous travaillez? Non, moi je travaille pas, je l'attends mon enfant. Vous êtes enceinte? Vous avez quel âge? 17. Reste pour vivre les allocations familiales et la pension d'invalidité du père. Radié de Pôle emploi, Kevin est le seul à ne toucher aucun revenu. Mais c'est promis, il va chercher du travail. Qu'est-ce que tu as fait comme démarche? Il faut que je dépose lettre de motivation, CV. Tu vas le faire? Ouais. Et il faut que je demande à mon petit frère de m'aider. Pourquoi? Je sais pas lire et écrire. C'est comme moi, je sais pas bien écrire. Vous non plus, c'est pas... Qu'est-ce que vous dites? Je sais pas bien écrire. Travailler, presque un miracle dans le quartier. 45% des habitants sont au chômage, plus de 50% des jeunes. Quant aux rares qui ont un boulot, bien souvent le quartier les rattrape. Exemple avec cet agent d'entretien d'origine angolaise, Pedro Tuzolana. Il a vécu 9 ans de galère en France avant de décrocher enfin un contrat dans une entreprise d'insertion. Sa fierté. J'ai donné les CV partout, j'ai donné à Déco, j'ai donné partout. Seule boîte qui m'appelait Mena Service. Pourquoi? On est capable quand même de travailler. Mais seule boîte qui m'appelait, c'est Mena Service. Pour cela, je suis content, je suis fier. Mais aujourd'hui, son emploi est menacé. Ce jour-là, Pedro doit nettoyer des appartements à 2 blocs de chez lui. Une opération à haut risque depuis les émeutes de cet été. À peine arrivés, nous sommes interpellés par un groupe de jeunes. Visiblement, notre caméra les dérange. Dégagez, dégagez tout de suite. Je vous ai dit de dégager du quartier. Je vous dis ça pour que les petits vous enculent pas tout de suite. Voilà, c'est pas à cause de nous, du coup, là. C'est pas à cause de nous, c'est à mon avis. La télé, non, c'est la plupart, c'est avec d'autres corps de métier, que ce soit avec l'entreprise de nettoyage.
ou des plaquistes ou autre chose, ou EDF. Voilà. Là, vous allez faire votre intervention? Bah là, on peut pas, là, on va devoir annuler. Ah bon? Ouais, voilà. Ta caméra et de bouger. On y va, Tu le fais pas dans 2 secondes, je te démarre tout de suite maintenant. C'est moi qui règle ça. Dégage. La tension monte, Pedro et Salem ne veulent prendre aucun risque. Ils repartent sur le champ. Une journée de travail perdue pour eux et pour l'entreprise. Aujourd'hui, bon, c'était pour te dire qu'on a dû annuler l'intervention du tas de Balzac. T'as eu le temps de voir le logement ou pas du tout? Pas du tout. Vous dites, bon là j'ai envie de souffler. Depuis cet été, les incidents se multiplient. Un vrai cercle vicieux pour l'entreprise d'insertion. À force d'annuler des chantiers, le chiffre d'affaires s'effrite dans un contexte déjà difficile. Bonjour monsieur de Solana. Je vous en prie, essayez. Avec 500 000 € de dettes, Ménage Service est en redressement judiciaire. Former des salariés comme Pedro coûte cher et les subventions n'augmentent pas. Aujourd'hui, une personne que nous accompagnons dans notre structure coûte 15 000 €. On est financé à hauteur de 9 000. Si le redressement ne peut pas se faire, etc., je supprime 23 permanents et 270 salariés en insertion. Pour sauver ces salariés, Sabine Verhagen multiplie les appels au secours auprès des pouvoirs publics, avec le sentiment, parfois, d'être abandonnée. Je suis en colère contre eux, contre ces politiques qui ont des discours et qui nous mettent à la manœuvre et qui disent allez-y, allez-y, allez-y et qui nous abandonnent dans nos actions où on doit encore faire plus. Je suis en colère parce qu'il n'y a plus de lien entre les décisions politiques et nous. À Amiens-Nord, il faut parfois être dans une situation d'extrême urgence pour se faire entendre. Menacés de mort dans leur immeuble, la nuit des émeutes, Françoise et Stéphane viennent enfin d'être relogés dans un quartier plus tranquille, après 10 jours d'attente dans un hôtel. La plupart de leurs meubles sont encore à l'ancienne adresse, mais pour rien au monde ils n'y retourneraient. La nuit des émeutes, vous avez eu peur? Le plus que quand j'ai eu peur, c'est quand j'ai vu la voiture dans la salle de musculation. J'ai eu peur qu'après qu'ils viennent dans le bâtiment mettre le feu aussi. Ouais. J'ai tremblé, j'ai même pleuré. Même le lendemain, j'étais comme ça toute la journée. Voilà, rien qu'en de parler, ça me fait drôle. Rien que le lendemain, j'étais mal toute la journée. C'est quoi votre rêve? M'en aller loin d'ici. Au chômage, faute de ressources suffisantes, Françoise et Stéphane ont été relogés à Amiens-Nord, à 200 mètres à peine de leur ancien immeuble. Reportage de Samuel Humez et de Antoine Husser. Et merci de nous avoir rejoints. Gilles Demailly, vous êtes le maire socialiste d'Amiens depuis 2008. Ces émeutes qui se sont déclenchées comme ça chez vous cet été, elles vous ont surprise? Non, elles ne m'ont pas surprise. D'ailleurs, vous rappelez dans votre reportage que depuis des années, il y en a eu d'autres. Et depuis environ un an et demi, moi, je sentais monter un peu la tension dans le quartier. Il y avait un certain nombre d'actions graves qui avaient été menées par quelques dizaines de personnes. J'avais alerté. Et comment vous interprétez ça, cette multiplication d'actes de violence comme ça? Je crois que votre reportage démontre bien qu'il y a un certain nombre de personnes, en petit nombre, qui souhaitent éventuellement prendre le contrôle du quartier et empêcher que toute action des autorités, des pouvoirs publics, on ne peut plus faire livrer une pizza, un médecin ne peut plus venir soigner quelqu'un dans le quartier. Voilà, on n'en est pas arrivé dans des endroits comme d'autres villes de France, où ces quartiers sont sous contrôle de bandes. Mais comment se fait-il que ces jeunes-là attaquent des équipements collectifs qui leur sont destinés? On a l'impression qu'une sorte de suicide, de politique de la terre brûlée. On détruit tout, y compris ce qui est fait pour soi. C'est bien le problème qu'on a. C'est-à-dire que pour pouvoir agir, pour pouvoir permettre d'améliorer les conditions de logement, les conditions de vie dans ce quartier, on a besoin, bien sûr, de pouvoir y travailler. On a besoin, y compris, pour ces chantiers, de permettre l'insertion d'un certain nombre de ces jeunes. Il y en a un petit nombre qui, lui, ne veut pas rentrer dans cette logique et qu'il faut, de mon point de vue, je dirais, permettre d'identifier, de juger, et ensuite d'assurer leur suivi. Parce que vous avez dit cet été au journal Le Monde, je me suis trompé, pendant 30 ans, j'ai pensé que la répression n'était pas une solution.
C'est une façon de dire que ça en faisait partie de la solution, quand même, la Je répression. faisais référence tout jeune militant à 20 ans, plein d'espoir, peut-être un peu plein d'illusions et de naïveté. Il est évident que... Il faut aussi de la fermeté. L'exercice des responsabilités, comme tous les responsables et élus, m'a appris qu'il fallait aussi de la fermeté. Parce qu'il s'agit de démontrer à la population que ceux qui veulent s'en sortir, ceux qui ont encore de l'espoir, il faut les aider. C'est le but des contrats qu'on a signés à la mairie, des contrats engagement diversité, qui sont d'abord tournés vers ces jeunes. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens? Parce qu'on a l'impression d'avoir une grande désespérance sociale. On voit des gens qui sont à bout, qui disent qu'ils veulent partir, qui n'en peuvent plus, qui ne peuvent pas vivre dans ces quartiers-là. Eh bien, c'est bien par la violence qui leur est faite. Rétablir une sécurité, la tranquillité publique. C'est bien pour ça qu'il faut que la justice et la police aient les moyens de mener leur mission, pour permettre effectivement que ce quartier ne désespère pas. Parce que fuir le quartier pour aller d'autres quartiers, c'est pas la solution. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et c'est d'abord la confiance qu'il faut rétablir, confiance entre la police et l'ensemble des habitants qui croient au rôle de la police. Ce que les gens attendent de vous, c'est ce qu'ils vous disent. Les gens attendent Aidez-nous. de moi et des politiques en général qu'on joue notre rôle. L'État, il n'a plus un sou, on vient de le dire beaucoup. L'État, il a de l'argent, il a défini des priorités, il a décidé que l'éducation, la police et la justice, c'est ses priorités. Il a 150 000 emplois d'avenir, ça va permettre de redonner l'espoir à des centaines de jeunes, peut-être à 1000 jeunes de ces quartiers. Merci beaucoup Gilles de Mailly, maire d'Amiens, et on va voir effectivement ce qui va se passer dans les semaines, les mois qui viennent. Voilà, j'espère que vous aurez avec nous apprécié, si je puis dire, ce tour d'horizon d'une France qui souffre comme ça et pour certains d'entre nous qui craquent. Merci au Parc de Paris qui nous ont admis pour cette émission dans cet endroit assez joli, assez paisible. Merci à ceux qui m'ont aidé à la préparer, que ce soit Michel Fine, Joël Bruyandet, Thomas Auro à la rédaction en chef, Nancy Correa à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. Je voudrais vous montrer quand même cette revue, c'est le numéro de cette année de Reporters sans frontières. Il y a 100 photos dedans de Steve McCurry qui sont très très belles. Donc je vous le recommande, c'est une bonne action et en même temps vous faites plaisir. Et ça parle d'Afghanistan et c'est l'occasion aussi pour moi de saluer quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est un reporter, qui a travaillé pour cette émission, qui aimait beaucoup l'Afghanistan, qui aimait beaucoup l'image, qui s'appelait Yann Fronty et qui nous a quittés cet été. Voilà. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Dans une semaine, on parlera d'énergie, de gaz de schiste, de pétrole, des énergies qu'on a chez nous. Est-ce qu'on peut s'en passer ou est-ce qu'il va falloir penser à éventuellement les utiliser? C'est le débat en ce moment, vous le savez. Je vous laisse, bien sûr, sur France 2 avec Stéphane Bern à l'Élysée pour ses secrets d'histoire, puisque la soirée n'est pas terminée. Bonne soirée à vous. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages et réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr.